Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24, en direct de la ville de Conakry, en Guinée, un plateau qui a d'ailleurs été recomposé, Thierry. Marie-Angèle, nous avons 4 invités. Il y en a quelques-uns qui sont restés sur le plateau. On va commencer par le docteur Sakoba Keita, qui est le coordinateur de la riposte contre Ebola et qui est un cadre du RPG, le parti au pouvoir. Nous avons M. Mamadou Adama Diallo, qui est le premier vice-président du bloc libéral. Le candidat, c'est M. Milimounou. Hein. Bien sûr. Bienvenue. Et nous avons plutôt le docteur Jean Touré, qui est resté aussi, qui est député et qui est de l'Union des forces républicaines, qui présente un candidat, Sidia Touré. Une fois de plus, bienvenue. Et nous avons enfin M. Ibrahim Ba, qui est chargé des questions électorales de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, qui présente la candidature de M. Georges Gandhi Tunkara. Bienvenue. Merci. Et donc nous avons commencé à recevoir les réactions que vous nous envoyez via l'adresse guinée2015@africa24tv.com. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions, vos réactions. Nous sommes descendus dans les rues de Conakry, la capitale, afin de demander aux citoyens ce qu'ils pensaient du système de santé. Micro-trottoir qui a été réalisé par Serge Kofi. On peut dire que les objectifs de départ de la Troisième République sont en train vraiment de remplir leur contrat, dans la mesure où dans le système de santé, on est parvenu vraiment à arriver à la gratuité de la césarienne. Et avec beaucoup de combats, avec beaucoup de difficultés, parce que c'est un mot d'ordre qui a été lancé par le président de la République. Pour un départ, ça n'a pas été suivi à la lettre, mais il a fallu vraiment un certain nombre de pratiques sur le terrain et suivi du mécontentement de la population par rapport à cette situation que les autorités ont finalement pris à bras le corps les orientations stratégiques du président de la République en ce qui concerne la gratuité de césarienne. Écoutez, il y a une chose ici, c'est que c'est vrai, on en construit à l'intérieur, il y a des centres de santé, mais le problème, c'est que quand vous venez dans ces centres de santé, il n'y a pas de médecin. Pratiquement, il n'y a pas de personnel. On vient, on construit un bâtiment et puis on dit c'est bon, un centre de santé de telle ville, de telle localité. Mais en réalité, il n'y a pas de personnel. Pratiquement, il n'y a pas de personnel. Donc les gens qui habitent à l'intérieur du pays, dans les villages reculés, sont obligés de parcourir des centaines de kilomètres parfois pour se faire soigner. Dans tous les hôpitaux de la République de Guinée, on a constaté qu'il y a des ambulances. Donc maintenant, s'il y a un malade, par exemple, à l'intérieur du pays, et qu'on ne peut pas le soigner là-bas, il y a les ambulances qui peuvent le transporter directement à Conakry, à temps réel, en un temps record. Avant, ça ne se passait pas. Il fallait déplacer les taxis. Des fois, les taxis là, ça tombait en panne. Finalement, même si le malade ne devrait pas mourir de cette maladie, il est contraint de partir. Alors, docteur Touré, lorsqu'on cherche à faire un état des lieux du système de santé dans un pays, on commence tout de même par le budget qui est alloué à ce secteur. En l'occurrence, en Guinée, les chiffres se discutent, hein, mais 3,8, 3,9% du budget, est-ce suffisant pour pouvoir répondre à la demande de la population, à la gestion, pouvoir gérer une crise telle que celle d'Ebola, par exemple? Vraiment, ça c'est une bonne question, parce qu'un des plus gros problèmes de la Guinée aujourd'hui, c'est sur son système social, santé, éducation. Santé en premier lieu, parce qu'il faut être en bonne santé pour aller à l'école. En tant que député d'abord de l'UFR, nous avons passé notre temps à nous battre pour un accroissement budgétaire au niveau de la santé. Les prévisions faites, qui naturellement ne sont pas des lois, c'était des choses qu'on proposait. On voulait que le budget de la santé approche les 15% du budget. C'est ce que la CEDEAO recommande. Voilà. Et nous sommes partants pour ça et pour vraiment des raisons fondamentales. Donc aujourd'hui, chaque fois qu'on parle, comme j'ai entendu tout à l'heure, la gratuité de la césarienne, c'est une parole encore. Je vous le dis sincèrement, c'est encore une parole. Pas parce que les médecins ne veulent pas, mais ils n'en ont pas les moyens. Et quand les moyens sont inscrits au budget, un budget étant un projet, l'argent n'est jamais produit, la recette n'est pas produite. Donc, pour revenir à la question, je pense que le budget inscrit pour la santé dans 2015 est très faible. Je pense que celui qui sera inscrit en 2015 aussi, maintenant là, quand nous allons rentrer en session, sera également faible, parce que c'est lié aux contraintes budgétaires de ce jour. Mais je voudrais rebondir sur un sujet très important. 548 millions de dollars de déperdition à cause d'Ebola en Guinée, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi?
Ebola est venu en Guinée en même temps que dans d'autres pays qui ont pu garder leur point de croissance dans des positions positives et qui avaient moins d'infrastructures sanitaires que la Guinée. Et la Guinée qui avait plus d'infrastructures sanitaires et qui avait aussi un passé en termes de riposte épidémiologique, qui a des cadres, est aujourd'hui dans une croissance en bas de zéro. Donc la perte n'est pas comparable. Et moi je dirais que les pertes du genre, si ce chiffre est vrai, ce n'est pas dû à Ebola, parce que les autres devraient en perdre autant, étant donné que leur économie était plus performante. Ils ont eu plus de manque à gagner en Sierra Leone, parce qu'il était dans une croissance à 2 chiffres. Le Libéria était à 9%. Et si ceux-ci ont pu garder 4%, 5% aujourd'hui en période presque post-Ebola, c'est pas la Guinée. La Guinée actuellement, les prévisions c'est 0,9%. Non, c'est même zéro. Ça c'est l'annonce officielle du ministre des Finances à l'Assemblée nationale. 2015, nous serons à 0%. Pour la Banque mondiale, on sera en bas de zéro. En termes d'infrastructure, Dr Sakoba Keita, qu'est-ce qui existe en Guinée? Notamment, on parle de 2 hôpitaux de référence seulement, mais qui sont situés à Conakry. Et le reste du pays? Bon, le reste du pays, notre politique depuis très fort longtemps, nous avons des hôpitaux régionaux, des hôpitaux préfectoraux et des centres de santé au niveau des sous-préfectures et des postes de santé. Donc ces infrastructures sont en train d'évoluer parce que nous avons analysé pendant cette riposte, on n'avait pas un seul centre d'isolement spécialisé et capable de traiter une telle maladie. Aujourd'hui, nous avons eu, grâce à l'appui des partenaires, installé 14 centres dans le pays et qui on a eu à fermer pour la Guinée forestière, la Haute-Guinée et certains en Moyenne-Guinée. Uniquement sur Ebola. Uniquement sur Ebola pour un départ. Et j'ai l'agréable plaisir de vous informer que suite à notre analyse de la situation, nous avons pensé qu'il fallait aller au-delà d'Ebola et mettre des centres de traitement épidémiologique et qui pourraient prendre en charge toutes les maladies à potentiel épidémique telles que choléra, rougeole, méningite et fièvre jaune. Donc ces centres, les premiers centres vont être inaugurés le 8 octobre prochain et nous avons déjà eu le financement pour 30 et dans toutes les capitales régionales, ces centres-là sont des mini-hôpitaux avec toutes les conditions modernes et adéquates d'isolement et des conditions humaines. Mais la question qu'on se pose effectivement, c'est que là, on répond à la crise d'Ebola, on élargit un peu, mais tout de même, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir 0,3 lits pour 1000 habitants en Guinée, concrètement? Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que nous sommes en train d'évoluer parce qu'on ne peut pas évoluer plus vite que l'économie. Vous avez parlé du niveau de notre budget de santé qui est en dessous des budgets autour de nous. Et dire aussi que la Guinée ne s'est pas bien comporté par rapport à Ebola. Moi, je pense que Ebola a causé plus de tort au Libéria et même en Sierra Leone. J'ai été dans ces pays. Et c'est une des raisons que la Banque mondiale même a donné plus d'argent à ces 2 pays qui ne se défendaient pas mieux que nous par rapport à Ebola. Donc, je peux vous donner le budget. Le Libéria, par exemple, a eu pratiquement le triple de ce que la Guinée a reçu, malgré la différence en population. La Sierra Leone aussi, j'ai été là-bas, ils ont eu presque le double de la Guinée, parce que simplement que l'économie n'a pas été... Ils ont eu plus de décès, plus d'impact dans ces pays. Et aujourd'hui, j'ai été là-bas le mois dernier, en Sierra Leone, et toutes ces infrastructures et ces laboratoires que nous avons mis en œuvre dans le sens de la pérennité, on a aujourd'hui suffisamment de laboratoires pour pouvoir tester rapidement et ne plus envoyer nos échantillons. Vous savez, bien sûr, la coopération française nous a donné un institut Pasteur qu'on va bientôt construire au compte de l'enseignement supérieur. Les Guinéens n'enverront plus les échantillons à l'étranger pour attendre les résultats. Tout ça, c'est des progrès en cours que nous allons marquer dans les années qui viennent. Monsieur Mamadou Diallo, vous savez que le secteur privé de la santé est principalement localisé à 90%, selon les experts, ici à Conakry, et que 20% seulement des privés investissent dans le domaine de la santé en termes d'infrastructure. Qu'est-ce que vous, au niveau du bloc libéral, vous comptez faire pour relever ce niveau-là? Merci pour la question. Au niveau du bloc libéral, aujourd'hui, tout d'abord, il faut rehausser ce budget au niveau sous-régional, qui est estimé à peu près 15%. On a écouté tout à l'heure l'honorable en nous disant que c'est aux alentours de 4%. Même ça, le chiffre est à discuter.
Donc le bloc libéral, vu que aujourd'hui tout se situe autour de ces hôpitaux privés, et même ça, c'est des hôpitaux pas proprement, c'est pas des hôpitaux dans le vrai sens du mot, si vous voulez, parce que généralement c'est des particuliers, hein, c'est les mêmes médecins qui sont dans les deux grands hôpitaux de Conakry, notamment à Ignacidini et à Donka, qui se sont permis aussi d'aller ouvrir dans les quartiers des cliniques sous-équipées. Donc ce qu'il faudra faire avec le bloc libéral, c'est de rehausser d'abord ce budget pour pouvoir certainement les assister dans le long terme, pour ne plus qu'on amène, parce qu'aujourd'hui, chaque fois on entend évacuation sur le Maroc, évacuation sur le Sénégal, et alors qu'on a des techniciens qui sont là, mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir exercer leur métier en matière de médecine. Donc le bloc libéral, la première des choses serait d'abord de diagnostiquer et puis rehausser le budget pour pouvoir mieux faire. Alors, Monsieur Ba, effectivement, il est question de développer les infrastructures. Si votre candidat est élu, est-ce que lui aussi compte, par exemple, atteindre les 10% du budget national alloué au secteur de la santé durant les 5 prochaines années, comme le promet le pouvoir, ou, à contrario, compte-t-il faire plus? Il compte faire plus. Nous, 20%. Donc dépasser le pourcentage prévu par les accords d'Abuja. Des recommandations de la CEDEAO. On s'explique. Vous savez, le credo de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie, c'est la démocratie apaisée et participative, plus la prospérité économique. Parlant de la démocratie apaisée, on estime qu'il faut instaurer la paix en Guinée. Maintenant, la Guinée n'est pas en paix. Quand je dis que la Guinée n'est pas en paix, certains vont dire, qu'est-ce que je raconte là? Et d'après les Nations Unies, la paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre. Une population qui a faim. La définition des Nations Unies, mais là, il faut vraiment se concentrer sur le thème du débat. Bien sûr. Je vous en prie. Une population qui est malade, c'est une population qui n'est pas en paix. Donc, vu que nous tenons au sein de l'UGDD, pour nous, la paix et l'unité nationale est une chose qu'il faut instaurer. Donc, nous allons rehausser le budget de la santé à 20% encore une fois de plus. Comment le faire? Effectivement, j'en viens. Oui. Les réformes dans le domaine de la santé, nous allons entamer des réformes structurelles. Et au niveau de la construction des hôpitaux, et nous allons réglementer strictement la construction des cliniques privées. Et j'ai écouté le président du Conseil de l'Ordre des médecins qui dit que le nombre de cliniques privées agréées en Guinée ne dépasse pas 159 cliniques privées. Et quand on part sur le terrain, la commune de Ratoma seulement regorge 159 cliniques privées. Donc ce qui fait que dans les autres communes et à l'intérieur du pays, ce sont des cliniques qui évoluent dans la clandestinité totale. Donc, quand nous serons au pouvoir, ce sont des choses qu'on va revoir. Et on vient de définir le budget tout à l'heure. Dans la définition mathématique du budget, c'est l'expression chiffrée de la volonté de l'État. Quelle que soit la volonté de l'État pour faire rehausser le système, réformer le système sanitaire, s'il n'y a pas la volonté politique, on ne peut pas le faire. Et aujourd'hui, nous assistons à quoi? À un gouvernement qui construit beaucoup plus d'hôtels qu'il ne construit des hôpitaux. Et je vous informe qu'au niveau du terrain d'Ignacidine, il y a un hôtel qui se trouve au niveau d'Ignacidine. L'hôtel est construit sur un terrain appartenant à l'hôpital Ignacidine qui appartient aux malades qui vont suivre la rééducation. Aujourd'hui, il y a un hôtel 5 étoiles qui est construit là-bas. Et quand on parle de la devise de la Guinée, travail, justice, solidarité, où passe la solidarité par là? Lorsqu'il y a des gens qui sont dans un hôtel 5 étoiles et des personnes à côté qui vivent à l'agonie. On a compris votre exemple. Docteur Dine Touré, vous êtes pharmacien. Vous savez que l'approvisionnement en produits pharmaceutiques dans votre pays aussi n'est pas optimal. Il est géré par la pharmacie centrale. On parle de pénurie. Est-ce que vous comptez, vous, au niveau de l'UFR, trouver une solution, notant entendu que les Guinéens n'ont pas souvent accès à certains médicaments de base? Effectivement, vous savez, l'arme essentielle contre la maladie, c'est le médicament.
Ce qui fait que toute politique de santé qui est élaborée sans politique pharmaceutique, on va toujours à l'échec. C'est pour cela qu'à l'UFR, il sera entrepris, dès qu'on arrivera aux affaires, une politique rationnelle de médicaments essentiels. Nous sommes convaincus aujourd'hui que 80 molécules peuvent soigner aujourd'hui 70% des maladies. Et dans la nomenclature internationale, il y a plus que 70 000 molécules en termes de spécialité. Et ce qu'il y a en termes de génériques fabriqués tous les jours, on ne peut pas compter. Et je vous dis que 80 molécules, en tant que spécialiste de fabrication, sont capables de soigner 70% des maladies. Et dans les 70% des maladies, là, chez nous, il y a environ une panoplie de 4-5 maladies qui sont des maladies sur lesquelles il faut intervenir vite. C'est pourquoi l'UFR ne trouve pas que ce soit très difficile de cadrer la Guinée en termes de santé. Il faut mettre l'ordre, il faut mettre l'hygiène, il faut faire les infrastructures. Tout ce qui s'est passé en Guinée aujourd'hui en termes de santé, c'est premièrement dû au désordre. Je me permets de rappeler les anciens temps où il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Je vous signale que j'ai été directeur d'usine pharmaceutique, où il n'y avait pas beaucoup de médecins, où la question des maladies au niveau mondial était vraiment des problèmes d'endémicité et même de pandémicité par endroit. Nous avons pu vraiment gérer la situation de santé en Guinée à cause de l'ordre, à cause de la clarté dans les interventions. Ce qui fait que nous n'avons aucun problème à l'UFR. On a déjà la politique pharmaceutique qui est bâtie, elle existe. C'est un problème de respecter les lois, c'est un problème de les appliquer correctement. Ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, quand on prend les médicaments, il y a un certain nombre de grossistes agréés. Mon frère tout à l'heure parlait des cliniques. Il n'y a pas de cliniques, c'est des cabinets, c'est des points, même des faux cabinets. Les cliniques sont peu nombreuses ici. C'est comme la grossisterie pharmaceutique en Guinée. Il n'y a pas beaucoup. Il y a des gens qui se sont permis par le laxisme de l'État, du gouvernement, des différents ministères de la Santé qui se sont succédés, qui se donnent aujourd'hui la permission de faire tout, d'importer comme ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Cela est dommage parce que c'est encore géré comme une affaire de famille, comme pour faire gagner de l'argent à quelqu'un, pour l'aider, on donne un agrément et tout. Cela est facile à arrêter, il suffit simplement de mettre l'ordre. J'insiste sur cela, ça paraît très banal, mais c'est en fait ça qu'il faut à la Guinée. Le désordre que nous vivons, malheureusement, il était là un peu avant, mais il s'est amplifié parce que le gouvernement est un gouvernement de militants. Ce n'est pas un gouvernement de techniciens. Les quelques rares techniciens qui sont là sont étouffés. Ils ne peuvent pas travailler. C'est pour cela que l'UFR doit vraiment arriver et avec le concours de tout le monde. Docteur Diallo, alors on se tourne vers vous. Les services sociaux en Guinée, le pouvoir par exemple considère qu'il y a eu des avancées, un renforcement d'approvisionnement en médicaments, en tout cas la prise en charge des plus démunis en matière de vaccination, en matière de construction d'hôpitaux aussi, mère et l'enfant, amitié sino-guinéenne. Avez-vous fait le même constat? Que peut-on faire pour accélérer et que pourriez-vous faire pour accélérer le développement de ces infrastructures dans l'état actuel des choses? Bon, dans l'état actuel des choses, madame, si vous me permettez, il faut d'abord trouver le financement. Au Bloc libéral, on a constaté qu'aujourd'hui, rien que dans le système des taxes en Guinée, le tabac est taxé à 62%, 62,41%, alors qu'au niveau de l'IMOA, il y a 142,95%. Donc nous allons rehausser pour trouver d'abord le financement, pour pouvoir maintenant injecter afin de pouvoir financer ces infrastructures. Parce que l'État aujourd'hui se vante d'avoir fait l'hôpital de Kipé, l'hôpital chino-guinéen, comme vous l'avez dit, à mère et enfant, mais il y en a beaucoup d'autres. L'honorable tout à l'heure venait d'évoquer, c'est des cabinets qui sont là autour, ce n'est pas des hôpitaux proprement dits. Donc si on trouve le financement, on va injecter pour qu'on puisse trouver le matériel adéquat pour ces hôpitaux. Plus loin, aujourd'hui, en matière de pratique aussi de la médecine en Guinée, vous trouverez qu'il y a beaucoup qui sont dans la clandestinité, qui se disent médecins et qui ne sont pas agréés avec l'ordre des médecins. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a quelques mois,
il y avait beaucoup de bruit dans la cité qui allait dans ce sens, notamment vente de médicaments dans la clandestinité, parce que l'importation des médicaments n'est pas régularisée comme ça se devait, c'est-à-dire il n'y a pas le contrôle de qualité, hein, comme on le dit, ne fonctionne pas comme ça se devait. Donc il faut resserrer le contrôle de qualité pour pouvoir trouver des bons médicaments afin de donner à la population. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Donc l'insécurité des médicaments n'est pas bon pour cette population qui a besoin d'aller se soigner dans les hôpitaux. D'où l'évacuation massive aujourd'hui de nos citoyens à l'extérieur pour se soigner. Docteur Sakoba Keita, selon les chiffres de l'OMS, lorsqu'on voit par exemple les ratios nombre de médecins par habitant, 1000 habitants, on parle de 0,1 médecin pour 1000 habitants en Guinée, ce qui vous classe quand même au 28e rang sur 193 pays. Au niveau des infirmiers, c'est 1 pour 6345. Est-ce que ces chiffres, déjà, vous les reconnaissez? Ils sont aussi mauvais? Bon, ces chiffres, comme vous le savez, ça dénote un peu une disproportion entre le pouvoir de recrutement que notre État a compte tenu du niveau de notre économie et du budget de la santé, qui a fait déjà un certain nombre d'années sans faire de recrutement. Et donc nous avons même des infrastructures qui sont finies, qui n'ont pas d'agents de santé, ce qui explique un peu ce qu'ils sont en train de dire, qu'il y a certains agents, des médecins qui sont sortis, qui se regroupent et qui créent leur propre cabinet pour pouvoir nous aider dans le contrôle sanitaire de la santé de nos populations. Donc ce chiffre-là, si on prend en compte toutes ces promotions qui sont sorties et qui traitent, qui ne sont pas comptabilisées par l'OMS, sauf les médecins qui sont installés de façon officielle, et vous comprendrez que ce ratio est largement sous-estimé par rapport au pouvoir même de soigner de nos formations sanitaires. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bénévoles qui travaillent dans les cabinets que dans le secteur public. De bénévoles formés? Oui, de bénévoles formés. On a beaucoup de médecins sans emploi. La riposte, là même, la riposte, 75% des agents de la riposte ne sont pas de la fonction publique. Tous ces agents qui travaillent dans le centre de traitement ne sont pas de la fonction publique. Donc c'est des jeunes que nous avons recrutés pour venir nous donner un coup de force pour qu'on puisse maîtriser la situation. Donc ceux-ci-là ne font pas partie des dénominateurs de ce ratio. Donc c'est compte tenu de l'augmentation démographique que l'économie n'est pas partie de façon proportionnelle par rapport à nos besoins sanitaires et aussi à notre économie libérale où maintenant l'État ne peut pas utiliser tout le monde, il faut que le secteur privé essaie d'en absorber. Donc tous ces facteurs-là ont contribué, que nous sommes en train de réfléchir comment mettre de l'ordre pour que les gens puissent travailler conformément à un certain nombre de directives. Et est-ce qu'avant cela, Dr Touré, en tenant compte des réalités sur le terrain, quand on voit que par exemple 17% des professionnels déployés le sont en zone rurale, est-ce qu'on ne peut pas déjà penser peut-être à une meilleure répartition sur le territoire de ces professionnels de santé? Exactement, c'est un programme qui a été souvent tenté, je crois, mais les conditions de vie créées pour les Guinéens en dehors de Conakry sont souvent inacceptables par des cadres. Et c'est pour cela que chaque fois qu'un médecin est envoyé, il fait toutes les démarches pour revenir. Mais ce qui est plus important, je vais insister dessus, la santé et l'éducation sont des choses les plus importantes. On ne peut pas former des médecins. Nous avons des médecins formés. C'est 100 ou 200 par an. Laissez dans Conakry ici, les hôpitaux sont là, ils en sont dans l'intérieur du pays, ils n'ont pas de médecins, ils n'ont rien. Ceux-ci restent, ils travaillent dans l'informel. Il y a beaucoup de médecins diplômés d'université qui travaillent dans l'informel. Heureusement d'ailleurs pour ça, ça a aidé dans le truc d'Ebola, mais ça ne peut pas continuer. Voilà des médecins qui n'évoluent pas, qui ne suivent pas la technologie, le protocole. Mais donc comment pourriez-vous trouver les moyens de rémunérer ces médecins? C'est exactement, voilà ces médecins qui fabriquent, moi je dirais, l'assurance.